Bonjour et bienvenue, vous écoutez On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Je suis Marine Botton et aujourd'hui nous visitons l'exposition Post-Impressionnisme au-delà des apparences avec Aïcha Al-Hamadi, attachée de conservation au Louvre Abu Dhabi. Ensemble, nous parlerons d'artistes emblématiques tels que Van Gogh, Cézanne, Gauguin, Seurat et bien d'autres. Mais le post-impressionnisme, c'est aussi l'histoire fascinante d'une nouvelle génération. Alors rejoignez-nous pour découvrir un groupe de jeunes artistes qui ont ouvert la voie à certains des mouvements artistiques les plus influents du XXe siècle en redéfinissant les règles de l'art telles que nous les connaissions. Aïcha, merci de nous accompagner pour visiter cette nouvelle exposition au Louvre Abu Dhabi. Elle s'intitule « Post-impressionnisme au-delà des apparences ». En quelques mots, qu'est-ce que le post-impressionnisme ? Tout d'abord, merci à toi de m'accueillir. Je dirais que la plus grande différence entre l'impressionnisme et le post-impressionnisme est que lorsqu'on pense à l'impressionnisme, on pense à un mouvement singulier, avec une esthétique bien définie. Il y avait ce besoin de capturer la lumière, avec des coups de pinceau très rapides et fugaces. Mais lorsque nous pensons au post-impressionnisme, qui est un terme inventé par le critique d'art et commissaire d'exposition britannique Roger Fry en 1910, il ne faut pas oublier que beaucoup de post-impressionnistes étaient morts à ce moment-là. Et donc, quand il a inventé le terme pour son exposition Manet et les post-impressionnistes, ça signifie qu'il est apparu a posteriori. Nous avons donc des artistes qui ne se considèrent pas comme un seul groupe, et c'est parce qu'ils faisaient tous des choses différentes. Ils avaient des styles différents, des esthétiques différentes. Certains travaillaient avec des points, c'est ce qu'on appelle le pointillisme, tandis que d'autres, comme Van Gogh, travaillaient à coups de pinceau très expressifs. On a donc des approches très différentes qui ont été réunies ensemble. L'exposition explore ces différentes approches et cela s'exprime dans la scénographie elle-même, n'est-ce pas ? Tout à fait. Nous avons 9 sections et on peut voir comment on considère ces artistes comme une constellation et non pas comme un seul groupe. Et donc on a voulu donner aux visiteurs la liberté d'explorer et de circuler à travers les différentes sections pour voir qu'il ne s'agit pas tant d'un seul groupe mais plutôt de différents styles. Mais il est également important de prendre en compte le fait qu'ils s'écrivaient constamment, qu'ils étaient constamment en contact, qu'ils s'influençaient les uns les autres, etc. Oui, c'est un groupe de très jeunes artistes, ils ont une vingtaine d'années, ils voyagent ensemble, ils se connaissent et on a leurs lettres pour en attester. Exactement, et ils montent des ateliers ensemble. Mais il est également important de mentionner qu'il y a aussi des membres plus âgés. Il y a Cézanne, il y a Pissarro, qui faisaient également partie du groupe impressionniste et qui ont en quelque sorte dérivé vers le post-impressionnisme ensuite. Et en termes de chronologie, quels sont le début et la fin de la période post-impressionniste ? Dans cette exposition, nous reprenons le fil de la chronologie juste après la 8e et dernière exposition impressionniste, en 1886, et jusqu'à 1905 environ. Mais dans l'exposition, il y a aussi quelques peintures plus tardives datant de 1920-1921. Très bien. Alors commençons donc par la première section. Elle s'intitule « Les néo-impressionnistes ». Et pour en parler, j'aimerais qu'on avance et qu'on se rapproche d'un grand tableau qui se trouve de l'autre côté de la pièce. Il s'agit de L'Air du soir de Henri Edmond Cross. Et comme dans le reste de cette section, c'est vraiment une explosion de couleurs. On y voit un groupe de femmes qui se détendent au bord de la mer, a priori. Et donc il y a cette explosion de couleurs. Que se passe-t-il ? Alors, à l'origine du néo-impressionnisme, il y a 2 fondateurs, Seurat et Signac, qui sont de très jeunes peintres, comme tu l'as mentionné, et ils considèrent l'art et la peinture d'un point de vue scientifique. Ils ont étudié l'optique. Ils se sont intéressés aux chimistes français, ils se sont penchés sur la théorie des couleurs. Ils pensent donc qu'au lieu de mélanger les couleurs sur la palette, il faut appliquer des points de couleur purs sur la toile et laisser le cerveau mélanger les couleurs par lui-même et les fusionner. Par exemple, si on regarde la figure centrale, on voit une femme en train de se coiffer vêtue d'une robe verte. Oui, on dirait une robe verte. Mais quand on se rapproche du tableau, on peut voir qu'il s'agit en fait de points bleus et jaunes côte à côte, parce qu'ils pensaient que le cerveau, en mélangeant les 2 couleurs, obtenait le résultat au maximum d'éclat, ce qui était un effet qu'ils recherchaient toujours. On peut dire que c'était vraiment des geeks de la théorie des couleurs. Oui, complètement. Ils s'intéressaient beaucoup aux roux chromatiques et aussi à la chimie. Ils s'y intéressaient d'un point de vue totalement scientifique, ce qui était nouveau à l'époque. Ok. Alors, passons maintenant à la section suivante, en laissant le néo-impressionnisme derrière nous, pour aborder un autre grand nom, Cézanne. Mais d'abord, un mot sur la structure de l'exposition. Elle ressemble vraiment à la roue des couleurs que l'on vient d'évoquer. Il y a une salle circulaire centrale qui dessert toutes les autres sections, les 9 sections qu'on a mentionnées plus tôt,
Et donc, chacune de ces sections est consacrée soit à un groupe d'artistes, soit à un individu en particulier. On va maintenant parler de 3 grands noms. Nous avons Cézanne, Gauguin et Van Gogh. Commençons par Cézanne. Quel est son parcours ? Cézanne est né dans le sud de la France. Il était, comme je l'ai dit, l'un des membres les plus âgés du groupe. Il faisait partie des impressionnistes, il était très actif. Et parce qu'il a eu une si longue carrière artistique, il a produit plus de 1000 tableaux. Et c'est impressionnant. Oui, très impressionnant. 1 millier de toiles. Il était très prolifique. Et naturellement, son style a beaucoup changé. Il a commencé avec une palette très sombre, avec d'épaisses couches de peinture appliquées à l'aide d'un couteau à palette. Puis, il a lentement évolué, à la fin du 19e siècle, vers une analyse plus structurelle, des formes plus géométriques, une simplification des formes. Avec donc une manière plus géométrique de peindre le sujet. Oui, c'est ça. Progressivement, il est passé à une analyse plus géométrique et structurelle, mais il s'est aussi davantage intéressé à la perspective et il a complètement modifié notre vision habituelle de la perspective. Et cette évolution a été déterminante pour Pablo Picasso et les cubistes. Cela a conduit à certains des plus grands mouvements artistiques du XXe siècle. L'une de ses obsessions était la montagne Sainte-Victoire dans le sud de la France. Nous en avons un exemple dans l'exposition qui date de 1890. Oui, c'est un sujet auquel il revenait sans cesse, et il a produit plus de 80 tableaux avec des perspectives différentes. Il était, pour ainsi dire, obsédé par ce point de vue, et plus il le peignait, et plus nous avançons vers la fin de sa carrière, plus le sujet devient abstrait, plus les formes se simplifient, au point que l'on ne voit plus que des contours et non plus la présence de la montagne ou des arbres. Très bien, passons maintenant aux sections suivantes. Nous allons passer par Gauguin pour arriver directement à Van Gogh. Bien sûr, on ne peut pas parler de Gauguin sans penser à Van Gogh. Les deux vont de pair. Van Gogh est donc la star de l'exposition. Évidemment. Si les gens ne connaissent qu'un seul nom parmi les artistes post-impressionnistes, c'est bien le sien. Pourquoi est-il si célèbre, ou peut-être tristement célèbre ? Il y a bien sûr l'histoire de l'oreille, ou du lobe de l'oreille, selon la version de l'histoire à laquelle on se réfère. Mais c'est aussi lié à ce que je voulais dire par le fait que Gauguin et Van Gogh allaient de pair. Ils ont passé 2 mois ensemble à Arles. Dans le sud de la France. Oui, exactement. Et ça a été des mois très tumultueux. Ça avait bien commencé, mais peu à peu, ils ont commencé à avoir des désaccords. Ils avaient tous les deux des tempéraments très différents, et leurs chemins ne se sont pas rejoints aussi facilement qu'ils l'espéraient, surtout Van Gogh, qui rêvait de créer une colonie d'artistes dans la Maison Jaune à Arles. On peut justement voir un exemple ici de sa chambre à Arles. Oui, c'est sa chambre à coucher. Elle est très simple et en même temps avec des couleurs qui sont très vives. Peut-on dire que c'est typique de sa production ? Comme tu l'as dit, les couleurs sont très vives, et si l'on se rapproche, on peut voir l'application de la peinture, très caractéristique de Van Gogh. Il laissait d'épaisses couches de peinture et on peut voir ses coups de pinceau qui sont très visibles. Et pour ce tableau en particulier, il en a peint 3 versions. Celle-ci est la plus petite des 3. Elle appartient au musée d'Orsay et était destinée à être offerte à sa mère et à sa sœur pour décorer leur maison. Quelles sont les autres influences de sa peinture ? Ce tableau en particulier a été influencé par les estampes japonaises, notamment en termes de couleurs. Il voulait vraiment obtenir une sorte de calme, d'effet apaisant avec ce tableau. Et cela a-t-il quelque chose à voir avec son état d'esprit ? C'est une excellente question. Comme je l'ai dit, c'était une période tumultueuse, mais il avait souvent des hauts et des bas. Il ne traversait donc pas de période uniformément bonne ou mauvaise, mais l'époque où Gauguin et lui se sont séparés a été très agitée et très difficile pour lui. L'histoire de l'oreille coupée est une réaction à cela. Ok. Et dans cette salle, on peut voir d'autres tableaux de Van Gogh, notamment La Sieste, où l'on peut également observer son coup de pinceau vif et son utilisation intensive de la peinture à huile. Une autre façon d'observer sa technique est de pénétrer dans la salle centrale de l'exposition. C'est une pièce très particulière car elle contient un ensemble de 6 palettes, dont l'une est la palette de Van Gogh. Et c'est vraiment très intéressant de les voir ensemble, de les comparer, parce qu'on peut voir la méthode. On entre en quelque sorte dans l'esprit de l'artiste, n'est-ce pas ? Oui. Certains sont vraiment désordonnés, d'autres sont très méthodiques et ordonnés, à la limite du toc. C'est vraiment singulier. Oui, tout à fait. On parlait justement des coups de pinceau. Quand vous regardez la palette de Van Gogh, vous pouvez voir que même sur sa palette, il y a des couches épaisses de peinture qui sont appliquées très rapidement. Et si vous regardez la palette de Seurat, par opposition, elle est très soignée. Les couleurs sont clairement séparées, et puis il y a des points de peinture blanche bien ordonnés. On entre donc, d'une certaine manière, dans le domaine personnel de ces artistes. On voit comment ils vivaient la peinture, comment ils voyaient les couleurs, avant même de se pencher sur les peintures elles-mêmes. Même le ton des couleurs qu'ils utilisent est très différent d'un artiste à l'autre, et c'est vraiment intéressant de les regarder côte à côte et de comparer à la fois la technique, mais aussi la couleur
et l'impression qui s'en dégage. Exactement, et c'est la première fois que ces palettes sont réunies ainsi. Nous en sommes très heureux et fiers. Très bien, et revenons à un autre groupe d'artistes. Nous passons de parcours personnel à un parcours collectif avec ce groupe appelé les Nabis. Qui sont-ils? Quelle est leur histoire? Les Nabis ont été actifs de 1888 à 1890, et c'est un groupe de jeunes artistes influencés par Gauguin. Ah, encore lui. Oui, encore, toujours, il revient toujours. Mais ils étaient aussi très influencés par les estampes japonaises. Donc, de Gauguin, ils ont tiré ses théories sur la couleur, et des estampes japonaises, c'était davantage les aplats et la perspective. Alors, regardons un exemple. Juste à côté de l'entrée, nous avons un petit tableau appelé le Talisman, mais aussi Paysage au bois d'amour. Et pour être tout à fait honnête, il est difficile de déchiffrer un paysage. En réalité, on voit surtout des blocs de couleurs, de jaune, de vert, de rouge et de violet. Alors, pourquoi ce tableau de Paul Sérusier est-il si important? Ce tableau est considéré comme le manifeste du groupe, d'une certaine manière. Paul Sérusier, l'un des membres fondateurs, était avec Gauguin lorsqu'il a peint ce tableau. Et c'est sous la direction de Gauguin qu'il a été créé. Il l'encourageait à s'attacher à la couleur et à cesser d'essayer de dépeindre la réalité. C'est pour ça que, comme tu l'as dit, on ne voit pas vraiment le paysage. C'est parce qu'il essayait de se libérer de l'obligation de regarder les choses telles qu'elles existent réellement dans l'espace. Et donc le résultat, ce sont des blocs de couleurs, ce qui va ouvrir la voie à l'abstraction par la suite. Ce tableau est donc devenu un élément central pour les Nabis et l'une des œuvres d'art clés du XXe siècle. Et dans le reste de la salle, on peut voir aussi une certaine variété en termes de supports. Oui, on a beaucoup de membres, comme on l'a mentionné. On a Vallotton, on a Denis, Sérusier et différentes typologies d'œuvres d'art. Par exemple, il y a une assiette, une boîte à cigarettes, un textile. C'est la section la plus variée, je dirais, en termes de typologie. Oui, parce qu'ils se sont vraiment lancés dans l'exploration de la manière dont l'art peut être intégré dans la vie quotidienne et dans les arts décoratifs. Oui, les arts décoratifs sont devenus cruciaux et aussi, comme tu l'as dit, l'importance de la vie quotidienne, les scènes intimes. On peut donc voir quelqu'un en train d'appliquer ou d'enlever du vernis à ongles, par exemple, ce qui pourrait ressembler à une photo sur Instagram aujourd'hui, mais peinte par Félix Vallotton. Et on voit aussi l'idée de la spiritualité qui est un élément important pour ces artistes. Et nous allons maintenant rencontrer deux autres artistes. Ils sont en quelque sorte opposés dans leurs sujets, dans leurs inspirations. D'un côté, nous avons Henri de Toulouse-Lautrec, qui est vraiment un oiseau de nuit, inspiré par le cabaret, le Moulin Rouge, les scènes théâtrales. Et d'un autre côté, nous allons voir Odilon Redon, qui a une approche beaucoup plus calme, spirituelle et mystique de son art. Alors commençons par Toulouse-Lautrec. Lautrec remet en question le cliché de l'artiste pauvre et mourant de faim. Il vient d'une famille aisée, ce n'est donc pas comme s'il courait après l'argent. Il s'intéresse beaucoup à la vie nocturne parisienne, et c'est ce qu'on voit dans cette pièce. Nous voyons un ensemble de portraits de danseurs, de salles de théâtre. Un clown, une clownesse en fait. Oui, une clownesse qui se prépare pour le spectacle. Et une autre partie importante de sa production, ce sont les affiches, n'est-ce pas? Tout à fait. Son art graphique. Exactement. C'est quelque chose que les gens n'associent pas forcément au mouvement post-impressionniste, mais les estampes et les arts graphiques deviennent très populaires à cette époque. De nombreux membres, comme Lautrec et Redon, commencent donc à participer à cet art de l'estampe. Et dans la pièce suivante, nous voyons donc cet artiste qu'on vient de mentionner, Odilon Redon, qui est aussi... un membre clé, oui, des post-impressionnistes. Oui, il s'intéresse beaucoup aux estampes, mais comme nous l'avons dit, il a une approche beaucoup plus spirituelle de son art. Même sa palette de couleurs change radicalement. Oui, on voit ici une palette de couleurs plus douce, je dirais. Elle est beaucoup plus légère. Et encore une fois, cet élément qui consiste à s'inspirer de différentes sources religieuses. Le tapis que nous voyons ici en est un exemple. Il s'agit d'un carton pour un tapis de prière. Vous voyez donc l'influence de l'art islamique. Ce tapis n'a jamais été réalisé, c'était juste un projet. Mais à travers, on voit qu'il explorait différentes sources d'inspiration. Et bien sûr, nous avons un portrait de Gauguin. Encore lui. Oui, il revient sans cesse. On voit donc que ces artistes, comme nous l'avons dit au début, sont très liés entre eux. Ils sont tous en contact les uns avec les autres, même si d'un point de vue stylistique, ils font chacun à leur manière. Et c'est très intéressant parce qu'on conserve leurs lettres et donc on peut lire leur correspondance avec tout leur lot de psychodrames ou au contraire, ce qui les rapproche. Exactement. Et certains extraits sont même dans les dispositifs de médiation, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Très bien. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de l'exposition. Elle conclut la visite avec les nouvelles voies ouvertes par le post-impressionnisme. On va évoquer beaucoup de grands noms comme Matisse, Vlaminck, Mondrian ou Dufy. Et en effet, ce groupe, ce mouvement du post-impressionnisme, aussi divers soit-il,
a mené à un héritage gigantesque. Oui, des voies encore plus variées en sont nées. Les plus importantes, je dirais, sont le cubisme et le fauvisme. Nous avons mentionné un peu avec Cézanne la façon dont son approche de la perspective, de l'analyse structurelle, des formes géométriques, a influencé Pablo Picasso, Braque, les cubistes et aussi Dufy. Nous avons ici justement un exemple avec les arbres à l'estac, où l'on ne peut même plus dire qu'il s'agit d'arbres. Non, vraiment, on ne distingue plus que des blocs de couleurs orange, ocre et vert. Exactement. Cela montre qu'ils se détachent de plus en plus de la réalité ou de ce qu'ils voient sous leurs yeux. Et puis, d'un autre côté, il y a le fauvisme, influencé par les couleurs de Van Gogh, Gauguin, Seurat et le chef de file des fauves qui était Henri Matisse. On peut voir ici un exemple de son travail. Et juste à côté, nous avons Vlaminck avec la palette de couleurs très vive du fauvisme. Ça montre à quel point ils étaient libres d'explorer, ce qui n'a été rendu possible que grâce à ce qu'il s'est passé avec les post-impressionnistes, avec les artistes qui les ont précédés. Cette section ouvre également nos horizons d'une certaine manière sur l'héritage du post-impressionnisme à travers le monde, grâce à un mur consacré à un artiste d'origine égyptienne, Sabag, qui est présenté à travers 2 de ses tableaux. Peux-tu nous parler un peu de son histoire ? Oui, ses œuvres sont parmi celles que je préfère dans l'exposition. Nous avons donc Sabag, qui est, comme tu l'as dit, un artiste d'origine égyptienne, issu d'une famille aisée, et qui a été envoyé à Paris pour étudier le droit, ce qui était une pratique courante pour les familles riches d'Égypte qui envoyaient leurs enfants à Paris. Toutefois, à son arrivée à Paris, il a découvert qu'il avait plutôt une passion pour l'art. Il s'est donc inscrit dans une école et a commencé à étudier avec les nabis. Certains des noms dont on a déjà parlé, tels que Vallotton, Sérusier et Denis, ont été ses tuteurs. Et nous pouvons voir ici un tableau réalisé en Bretagne, qui était un endroit clé pour de nombreux post-impressionnistes tels que Gauguin. Encore une fois. Encore, oui. Et nous avons l'autre scène qui se déroule à Paris. Mais nous y voyons aussi la répétition du thème de la famille, qui est un sujet important. Oui, on dirait presque le même tableau. Les enfants sont un peu plus âgés, ils ont grandi dans cette scène parisienne. Mais nous avons vraiment la même sorte de composition pyramidale de la famille, avec Sabag au sommet, tenant sa palette, les jambes croisées, assis, très élégant. Oui, toujours. Et puis sa femme et les 2 enfants en dessous. Exactement. Sa femme était historienne de l'art. Et on la voit ici souvent représentée en train de lire. C'en est un exemple. Et comme tu l'as dit, les enfants grandissent d'un tableau à l'autre, peints à 1 an d'écart. Ils perdent aussi leur bronzage. Ils ont l'air un peu bronzés en Bretagne. Et ici, c'est cette idée de l'influence de Cézanne qui transparaît encore dans la façon dont il peint les formes. Mais il est important de noter que Sabag trouvait l'inspiration dans des sources diverses et qu'il était, comme je l'ai déjà dit, un artiste qui travaillait en même temps que les post-impressionnistes à Paris. Ainsi, comme tu l'as mentionné, nous essayons d'élargir le récit de l'histoire de l'art et d'englober des noms qui ne viennent pas spontanément à l'esprit lorsqu'on pense au post-impressionnisme. Un dernier mot, qu'aimerais-tu que les visiteurs retiennent de l'exposition ? L'immense variété des styles. Vraiment le large éventail de styles qui ont été cruciaux parce qu'ils ont ouvert la voie aux mouvements majeurs qui ont suivi. Merci beaucoup Aïcha. Merci de m'avoir invitée. Vous avez écouté un épisode de On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. L'exposition post-impressionnisme au-delà des apparences est présentée au Louvre Abu Dhabi du 16 octobre 2024 au 9 février 2025 en partenariat avec le musée d'Orsay. On Show est désormais disponible sur vos plateformes de podcast préférées en anglais, en arabe et en français. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impressionnisme et les bouleversements qui ont conduit à la génération post-impressionniste, vous pouvez vous abonner à la chaîne du Louvre Abu Dhabi et écouter notre épisode Impressionnisme, la modernité en mouvement. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à nous donner 5 étoiles. On Show est un podcast produit par le Louvre Abu Dhabi. À la production, Amine Karchash et Marine Botton. Enregistrement par Amine Karchash. Post-production, musique et mixage Making Waves. Un grand merci à notre invitée Aïcha Alamadi pour son aimable participation. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes.